fois 4 morts. Attention aussi au départ et au retour difficiles sur les routes enneigées. L'affaire Klaus Barbie, premières auditions dès la semaine prochaine. Reconstitution ce soir par nos spécialistes des négociations qui ont abouti à son arrivée en France. Crise politique atténuée en Israël au lendemain de la démission du général Sharon. Demain, au Conseil des ministres, peut-être la nomination de son successeur et le choix de son nouveau portefeuille, car il ne quittera pas le gouvernement. Enfin, football, 32e de finale de la Coupe de France, pas de surprise. Lyon, Nancy, Tours et Mulhouse passent le tour cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chassés-croisés sur les routes de France, surtout du côté des massifs montagneux. Une zone d'écoliers en vacances chasse l'autre et cela crée de sérieux problèmes de circulation. Sur des routes souvent enneigées, parfois verglacées. Et puis, dans les stations elles-mêmes, la peur de l'avalanche. 2 randonneurs à ski ont été blessés par une coulée de neige en début d'après-midi au-dessus de la station de Luz, dans les Hautes-Pyrénées. Et puis, beaucoup plus grave, à La Plagne, une avalanche a tué 4 membres d'un groupe qui, avec un moniteur, faisait du ski hors piste. Les secours furent immédiats, 120 sondeurs, 6 maîtres chiens, 4 hélicoptères, mais ça n'a pas suffi. Seuls 3 rescapés sur 7, et donc 4 morts. C'est une avalanche qui s'est produite en fin de matinée, là, au-dessus de Champagny-en-Vanoise, en versant sud, dans une combe qu'on appelle la combe de la Vélière. Il y a eu un groupe de skieurs emmenés par une plaque avant qui s'est déclenchée en amont de leur itinéraire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait un danger objectif dans cette combe? Bon, c'est une combe qui est très fréquentée en ski hors piste, mais compte tenu des chutes de neige qu'on a eues en début de semaine, il y a actuellement du danger partout, dans toute la montagne, et avec le froid qui continue à rendre instable la neige, on peut craindre qu'il y ait des dangers actuellement, surtout dans les versants ouest. Bon, autrement dit, il vaut mieux inciter les skieurs à la prudence. Je crois qu'actuellement, avant de sortir au hors-piste, il faut surtout se renseigner et bien s'informer auprès des professionnels. Bien demander où on peut skier et où on ne peut pas skier. Bien, André Marzolf, je voudrais que vous nous disiez finalement quel est le bilan de ce drame. Je crois actuellement il y a 2 rescapés et 4 personnes décédées. Bien, je vous remercie. À la fin de ce journal, les prévisions d'Alain Gillot-Pétret. 2 gros dossiers maintenant, 2 procès retentissants à venir. D'abord celui des grâces médicales dans la prison-hôpital des Baumettes à Marseille. Il faut s'attendre à de nouvelles auditions la semaine prochaine et peut-être même à de nouvelles inculpations. L'ancien avocat du docteur Colombani, actuellement sous le verrou, nous disait lui-même qu'il était possible que l'une de ces inculpations le touche. Écoutons son témoignage et celui très intéressant aussi d'un ancien détenu. La prison des Baumettes à Marseille, d'ici est sorti Robert Kéchichian, un gros bonnet de la drogue, rendu à la liberté pour raison médicale. Selon son dossier, il était atteint d'un cancer de la peau. Un dossier signé par le docteur Colombani, médecin-chef de la prison des Baumettes. L'enquête effectuée par des experts de Grenoble a montré que cette libération n'était pas justifiée. Le juge Michel s'était d'ailleurs occupé de cette affaire quelques mois avant d'être assassiné. Aujourd'hui, le docteur Colombani est inculpé pour falsification de documents. Le voici, le docteur Colombani. Corruption et trafic d'influence. L'avocat qui l'assistait lors de la première enquête, Maître Fraticelli, sera entendu comme témoin. L'essentiel, si vous voulez, ce n'est pas que des mandats de dépôt soient lancés, c'est qu'il y ait des jugements qui interviennent et qui prononcent soit la relaxe, soit la condamnation. Quand vous dites qu'il risque d'y avoir des inculpations, est-ce que vous pensez à vous par hasard? Dans la mesure où ce serait un élément qui permettrait de définir la recherche de la vérité, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Maintenant, si vous voulez dire si je me sens une faute, si j'entends voir une condamnation prononcée sur moi, alors là je vous réponds d'entrée, absolument pas. Je suis vraiment fort là-dessus. Je n'ai commis aucune irrégularité et commis aucune illégalité à ma connaissance. À moins qu'on me l'ait monté de toutes pièces à mon insu, mais alors à ce moment-là, je ne peux pas être responsable de ce que d'autres ont fait. Des informations précises sur la façon dont s'opéraient les grâces médicales abusives aux Baumettes ont été données par un détenu, un véritable grand malade, celui-là. Et lorsque j'ai passé des expertises, M. Colombani m'a dit « Je voudrais voir votre famille parce que votre état s'est aggravé ». Dès lors, j'avertis ma mère qu'elle avertit ma femme et ma femme va au fameux rendez-vous à l'aéroport. Elle arrive à l'aéroport de Marignane et là, 2 personnes l'attendent. Là, moi je ne sais pas ce qui se passe exactement. Je le sais quelques jours après. Un ami d'Alger, d'Oran,
qui me écrit une lettre en me disant tout ce qui se passe concernant cette finance qu'il fallait que je dépose. Les détails, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on avait demandé à mon épouse 70 000 francs pour me soigner et pour me faire sortir. Qui avait demandé 70 000 francs à votre épouse? D'après l'instruction qu'il y a eu auprès de mon épouse, c'est le docteur Colombani. Elle aurait été dans une propriété hors de Marseille. Elle aurait rencontré le docteur Colombani? Oui, le docteur Colombani et d'autres personnes. Accusation évidemment extrêmement grave qui doit se trouver dans le dossier d'inculpation contre le docteur Colombani et qui est évidemment à vérifier. Deuxième dossier judiciaire encore plus explosif, bien sûr, celui de Klaus Barbie. Là encore, les choses devraient aller très vite. Dès la semaine prochaine, on devrait commencer les premières auditions sur le fond. Hier, le général de Bénouville, chef historique d'un réseau de résistance, est venu apporter son soutien à René Hardy, cet homme que vous avez vu dans notre journal de mercredi et que par deux fois, les tribunaux français ont blanchi de l'accusation de trahison de Jean Moulin. Vous savez que René Hardy avait réussi à fuir au moment de l'arrestation du préfet. Mais il nous faut surtout ce soir nous arrêter un moment sur ce qui s'est passé avant l'arrestation de Klaus Barbie en Bolivie et son transfert rapide en France, car les négociations furent longues et datent pour certaines de plus d'1 an. Minutieusement, deux de nos spécialistes, Albert Duroy et Paul Lefebvre, ont reconstitué le processus qui a amené samedi dernier Klaus Barbie au fort de Montluc. Jusqu'en juillet 82, Klaus Barbie est à l'abri de toute menace. Il est citoyen bolivien depuis 1957 et il est au mieux avec la dictature militaire de La Paz. Certains réseaux, notamment français, ont envisagé son enlèvement. Voici par exemple quelques photos de Barbie prises à la sauvette dans les rues de La Paz par l'une des équipes qui étudiait alors la possibilité d'un rapt. La justice française ne s'avoue pas vaincue. Le 14 septembre 1981, André Braunschweig, directeur de cabinet du garde des Sceaux, fait savoir par lettre confidentielle au Quai d'Orsay qu'il demande au parquet général de Lyon l'ouverture d'une nouvelle information contre Barbie pour crime contre l'humanité. C'est chose faite le 12 février 82. Au même moment, l'Allemagne, de son côté, présente une demande d'extradition. C'est à la fin du mois de juillet 1982 que Klaus Barbie met le doigt dans l'engrenage qui, en 3 étapes, le conduira devant ses juges. La dictature militaire a pris fin en Bolivie, mais Barbie commet alors l'erreur de croire que rien n'est changé pour lui. Il va voir le président par intérim, le général Calderón. Réaction immédiate d'un des plus grands syndicats d'ouvriers, la COB, qui s'indigne de voir l'éminence grise de la répression anti-ouvrière reçue comme avant au palais présidentiel. Klaus Barbie, et c'est essentiel pour comprendre la suite, devient alors un facteur de désordre dans la Bolivie démocratique. Du coup, l'ambassadeur de France à La Paz, M. Césaire, alerte le Quai d'Orsay. Claude Chesson, en août 82, fait savoir que Paris appuie la demande d'extradition présentée par l'Allemagne. Fin de la première étape. La deuxième étape commence le 10 octobre 1982 avec l'arrivée au pouvoir du président Siles Suazo. 5 jours plus tard, à peine, Suazo déclare au New York Times qu'il est favorable à l'extradition de Barbie. Aussitôt, Serge Klarsfeld, l'avocat français spécialisé dans la chasse aux nazis, va s'entretenir de l'affaire à l'Élysée avec Régis Debray. Car rien n'est réglé. D'une part, l'Allemagne, même si elle ne retire pas sa demande d'extradition, ne souhaite pas vraiment, on le sent bien, le retour de Barbie. Son procès rallumerait des passions et les élections législatives approchent. D'autre part, la justice bolivienne reste dominée par la droite et la Cour suprême n'est pas prête à extrader Barbie. Enfin, celui-ci étant toujours citoyen bolivien, le gouvernement de La Paz hésite à faire appliquer le mandat d'arrêt international signé à Lyon le 3 novembre 82 par le juge Christian Riss. Arrive janvier 1983. Tout est toujours bloqué. Barbie est-il alors tiré d'affaire? Au contraire, il est perdu, car le président Suazo, devant l'impossible extradition, vient de décider d'utiliser une autre méthode, expulser Barbie purement et simplement. La dernière étape se déroule en 3 temps. Premier temps, Barbie est arrêté le 25 janvier pour une banale affaire financière. L'expulsion est décidée et pour la rendre possible, le gouvernement bolivien lui retire la citoyenneté bolivienne obtenue, dit le texte officiel, sous la fausse identité de Klaus Altmann. Deuxième temps, vers quel pays l'expulser? On pourrait évidemment mettre Barbie de force sur un avion de ligne régulière vers l'Allemagne et faire en sorte que l'appareil, comme par hasard, soit contraint de se poser en territoire français, où Barbie serait évidemment interpellé. Mais ce scénario est trop critiquable pour être finalement retenu.
Troisième temps, la Bolivie expulse Barbie vers la France. La loi bolivienne prévoit cette possibilité d'expulsion pour un étranger qui trouble l'ordre public. Voilà où la maladresse de Barbie en juillet 82, provoquant la colère syndicale, prend toute son importance. Même si des agents français se sont rendus à La Paz et ont été présents dans l'avion qui a conduit Barbie en Guyane française, ce sont des fonctionnaires boliviens qui ont opéré le transfert. Tous les épisodes de ce transfert ont été filmés et le gouvernement bolivien a soigneusement mis à l'abri ces images témoins essentielles. Et c'est à Cayenne seulement, donc en territoire français, que la justice française est intervenue. Quatrième tête de chapitre, Israël. Vous savez que traditionnellement le samedi est un jour de repos complet là-bas et que le dimanche matin en revanche est consacré au Conseil des ministres. Nous verrons tout à l'heure avec Didier Eppelbaum qui est en ligne ce qui va s'y décider. Mais tout de suite, l'événement le plus récent, une nouvelle manifestation des partisans du mouvement Peace Now, c'est-à-dire la paix maintenant. Nous voyons ici, juste avant cette manifestation, le recueillement des partisans de Peace Now devant l'endroit même où, avant-hier, il y avait eu un mort lors d'une première manifestation de ce mouvement qui réclamait la démission d'Ariel Sharon. Il est évident que l'onde de choc qui a traversé Israël quelques heures après la publication du rapport de la commission Kahan sur les massacres de Sabra et Shatila ne va pas s'atténuer en quelques jours, et c'est peut-être au sein de l'armée que les répercussions sont les plus graves. Vous allez vous en rendre compte grâce aux confidences d'un colonel à Charles Anderlin. Camarade de combat d'Ariel Sharon et de Raphaël Eitan pendant plus de 20 ans, Danny Wolf, colonel de réserve, est un des plus prestigieux officiers parachutistes de l'armée d'Israël. En désaccord avec ses anciens compagnons, il est sur la touche depuis des mois et s'occupe de sa ferme dans le Negev. Pour lui, le rapport de la commission Kahan est une véritable tragédie. Cela me fait mal de voir Arik Sharon et le chef d'état-major, deux hommes qui ont peut-être donné plus que tout autre à la sécurité du pays, risquer leur vie des dizaines, peut-être des centaines de fois pour ce pays. À présent, ils sont presque jetés à la rue, à coups de pied. Il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'ils sont eux-mêmes responsables de ce qui leur arrive, qu'ils ont suscité cette triste conclusion, et cela doit nous faire mal à nous tous. Danny Wolf estime que c'est le gouvernement dans son ensemble qui devrait démissionner. Mais dorénavant, et grâce au rapport Kahan, dans des conditions similaires, l'armée, les officiers agiront différemment. Face à une éventuelle bavure, un crime éventuel, chaque officier sur le terrain, même subalterne, prendra ses responsabilités, ne se contentera pas de transmettre l'information à ses supérieurs ou de faire des estimations. Immédiatement, il décidera d'intervenir, car maintenant, il sait qu'il devra répondre de ses actes devant une justice. Sur le plan de l'état-major, je ne crois pas que les démissions amèneront des changements importants, bien que chaque nouvelle nomination apportera de nouvelles conceptions. Mais ce phénomène sera limité, il n'y aura pas, je crois, de changement dans les conceptions stratégiques au niveau de l'état-major. Des changements que j'espère. Atmosphère pour l'instant au recueillement et au dialogue. Cela dit, le chef de l'opposition travailliste, Shimon Peres, réclame toujours la démission d'Ariel Sharon, démission de l'ensemble du gouvernement et non pas seulement de son poste de ministre de la Défense. Alors apparemment, Didier Anderlin, il n'aura pas gain de cause demain à l'issue du Conseil des ministres. Non, M. Peres a très peu de chances de réussir pour la simple raison qu'à la veille de cette réunion du cabinet, la situation est bloquée. Ariel Sharon réaffirme qu'il ne démissionnera pas, il l'a encore dit ce soir pour la 6e ou 7e fois en 3 jours. M. Begin, on le sait, n'a pas le cœur à le limoger. Et puis, c'est peut-être important, de nombreuses personnalités pensent qu'Ariel Sharon est plus dangereux pour le Likoud à l'extérieur du pouvoir qu'à l'intérieur. Alors pour M. Peres, qui est réuni en ce moment avec ses amis, c'est une nuit de réflexion qui commence.
Beaucoup de personnalités travaillistes voudraient réclamer la chute du gouvernement tout entier, mais il ne faut pas commettre la maladresse de déposer une motion de censure qui n'aurait aucune chance de passer. Alors les travaillistes vont probablement attendre le vote parlementaire qui doit ponctuer le remaniement ministériel et qui pourrait révéler une nouvelle distribution des forces. Maintenant, sur le plan de Peace Now, de la paix maintenant, il y a de très nombreux militants du mouvement qui réclament une manifestation de masse pour samedi prochain, manifestation qui pourrait avoir la même ampleur que celle qui a provoqué la création de la commission Kahn. Et la manifestation pour l'instant de cette après-midi ne réunit que quelques 5000 personnes. Didier Pellbaum, quelle est la personnalité de Moshe Arens, celui qui pourrait remplacer donc Ariel Sharon au ministère de la Défense? Bien, le successeur présumé d'Ariel Sharon a d'abord l'avantage de la virginité politique. Il n'était pas en Israël au moment du déclenchement de la guerre du Liban. Mais on le connaît pour ses conceptions dures en matière de défense nationale. C'est l'un des faucons du Likoud. Et il s'est même opposé, il y a un peu plus de 5 ans, à Menachem Begin et aux accords de Camp David, donc au retrait du Sinaï. Moshe Arens est ingénieur, universitaire, c'est un esprit indépendant. Il n'hésite pas à faire part de ses opinions à Menachem Begin. Et c'est peut-être pourquoi on pense ce soir à la présidence du Conseil lui adjoindre comme vice-ministre son successeur à la tête de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, Eliaou Ben-Elissar, qui lui est un fidèle de M. Begin, dont il a été le porte-parole pendant de longues années dans l'opposition. Et l'ambassadeur, ok. Merci Didier. Pologne, Lech Walesa libre, il a pu regagner Gdansk après 3 jours d'audition devant le parquet militaire de Varsovie et après un quiproquo à l'heure du déjeuner qui a laissé croire pendant un moment qu'il avait été purement et simplement emmené par la police. Pendant ce temps, l'un de ses compagnons, Edmund Baluka, poursuit une grève de la faim depuis le 24 janvier. Il est en effet complètement isolé dans une cellule spéciale, sans nouvelles du monde depuis 1 an. Sans nouvelles non plus de sa famille, le courrier personnel que lui adresse sa femme a même été refusé à la prison. Enfin, la guerre entre l'Iran et l'Irak, elle s'intensifie de jour en jour et cela donne ces images, souvent cruelles. Jean-Marc Illouz. Images irakiennes, victimes iraniennes comme cet enfant soldat de 15 ans à peine, tombé cette semaine sur le front d'une guerre interdite aux journalistes, mais qui a fait officiellement 300 000 morts en 2 ans. L'offensive Aurore, lancée voilà 6 jours par l'Iran, lui a-t-elle permis de s'emparer de 300 km² de territoire irakien? Peut-être. Mais pour l'Irak, ces images montrent quelques-uns des 4000 prisonniers que Bagdad affirme avoir fait cette semaine. Images iraniennes cette fois, l'enthousiasme est révolutionnaire et islamique. À Téhéran, on fêtait hier le 4e anniversaire de la chute du Shah. Ce jeune homme est le fils de l'imam Khomeini. Il lit le message de son père. L'Iran chiite est aussi puissant que tous les pays arabes réunis. L'Iran ne se bat plus pour recouvrer son territoire, c'est chose faite selon Téhéran, mais pour punir les dirigeants irakiens, Saddam Hussein et le parti bassiste. Ces enfants partiront peut-être demain vers le front pour avoir l'honneur, leur dit-on, de reprendre Kerbala, la ville sainte des chiites d'Irak. Mais c'est bien sûr devant l'ambassade américaine que s'est arrêtée la manifestation comme mémoration d'une révolution populaire, prisonnière du clergé chiite, pour lequel l'Amérique reste le grand Satan, alors même qu'en coulisses, des institutions financières officielles iraniennes négocient discrètement avec Washington le paiement d'indemnités pour les biens américains confisqués par un régime qui, la semaine dernière, choisissait de frapper aussi le petit parti communiste iranien. Claude Chesson, ministre français des Relations extérieures, est en ce moment en Irak. La France s'est rangée sans ambiguïté derrière l'Irak, face à l'Iran. L'affaire des magnétoscopes japonais, eh bien finalement Tokyo a accepté aujourd'hui de restreindre ses exportations de magnétoscopes vers l'Europe des 10 pendant les 3 prochaines années. La France réserve sa position pour le moment sur un accord dont nous parle le vice-président de la Commission européenne, Étienne Davignon. Nous avons obtenu des Japonais qu'ils cessent de casser les prix. C'est-à-dire que nous aurons des prix japonais et des prix européens qui seront les mêmes. C'est-à-dire que pour tout le marché européen, c'est la concurrence. Le consommateur pourra choisir le meilleur produit. C'est donc une chance de permettre à l'industrie européenne de redémarrer. Et nous avons obtenu ça pour une période de 3 ans.
D'abord, ces déclarations en tout genre. Michel Debré au Journal du Dimanche, il faut cesser de mentir aux Français, équilibrer les finances publiques, aller vers la libération du travail et cesser de décourager les gens d'investir et d'exercer leur métier. Pour Alain Krivine de la Ligue communiste qui s'exprimait sur Antenne de Midi, le gouvernement de gauche est en train de mener une politique de capitulation, rase campagne devant les 4 volontés du patronat. Enfin, pour le communiste Pierre Juquin, qui s'exprimait à RTL, les municipales doivent être l'occasion de donner un sérieux avertissement à la droite. Si l'on en croit un sondage du Journal du Dimanche de demain, il y a plus de Français à juger négative la période écoulée depuis le 10 mai 81 que le contraire. 51% de jugements négatifs, 34% de jugements positifs. Et puis notre enquête traditionnelle, comme tous les soirs, aujourd'hui Nice, avec l'affrontement de 2 personnalités, Jacques Médecin et Max Gallo, avec aussi une publicité qui fait beaucoup jaser sur la promenade des Anglais, une très jeune femme, très dénudée, qui a attiré une manifestation hier et dont Patricia Charnelet va vous conter brièvement l'histoire. Il est vrai que le maire ne s'est privé de rien pour faire parler de lui, car il a décidé de mener une campagne originale, c'est-à-dire très voyante et très offensive. Outre les femmes nues, il est partout dans la ville, il est sur tous les murs, il est omniprésent, grâce, il faut le dire, à de formidables moyens matériels, une équipe, beaucoup d'argent et une radio. Radio B des Anges, bonjour. Les socialistes et ces communistes qui se détestent et qui sont complices néanmoins, et je pourrais presque dire malfaiteurs associés pour gérer les affaires françaises. Discours musclé, à la limite de l'insulte, fier d'être à droite, Jacques Médecin n'a aucun complexe. Il ignore ses adversaires pour mieux attaquer la gauche en bloc. Mais ils ne veulent pas que ce piège se referme sur eux. Je suis tout à fait favorable à un apaisement de toutes les factions qui existent en France. Mais je dois reconnaître que, en utilisant de façon démentielle un pouvoir syndical qui ne représente que 20% du monde ouvrier, c'est la gauche qui en permanence dresse une partie de l'opinion publique contre l'autre. Le cœur n'est pas l'apanage de la gauche, et même mieux que cela, la droite a plus de cœur, plus de sensibilité, et une sensibilité beaucoup plus intelligente que la sensibilité bêtifiante et massifiante de la gauche. Face à la machine Médecin, Max Gallo apparaît presque isolé. Un autre monde, un autre comportement, un autre discours. L'écrivain accuse le maire de fuir le débat. Dans toutes ces réunions, il tâche de faire prendre conscience aux Niçois que la gestion Médecin, c'est dangereux. Il parle de l'absence de crèches et d'équipements sociaux, un débat de fond. Faut-il faire de Nice une ville vitrine et à quel prix? Ou bien une cité différente, mieux équilibrée? Pour Max Gallo, c'est le destin de Nice qui se joue le 6 mars. Il doit en convaincre les Niçois sans beaucoup de moyens. Il y a toutes sortes de gens qui vivent sur un paquebot. Il y a au fond de cale les soutiers qui contrôlent les chaufferies, les mécaniciens, il y a les serveurs, il y a les premières classes, et puis il y a le pont promenade. Alors dans une ville équilibrée, dans un paquebot qui marche, ceux qui sont sur le pont promenade, les passagers, et les officiers qui s'occupent précisément de la marche du navire et des passagers, ont bien sûr des conditions de vie meilleures. Mais les soutiers, on ne les traite pas avec le knout. Ou alors, on est au 19e siècle. Or, ce que je dis avec beaucoup de force, c'est que dans la gestion municipale actuelle, on a délibérément sacrifié, avec un cynisme politique sans phare, qui d'ailleurs n'hésite pas à s'afficher, c'est ça le cynisme, on a délibérément sacrifié toute une partie de la ville. Le combat Gallo-Médecin éclipse les autres candidats, notamment l'ancien ministre giscardien Fernand Icard, qui a refusé de se plier au médecinisme. Quant aux Niçois, ils étaient plus nombreux ces derniers jours au carnaval que dans les réunions politiques. Pourtant, cette année, pour la première fois, la fête était morose. 25% d'entrées en moins au carnaval, le signe d'une ville touchée par la crise et par le chômage. Qui en sera jugé responsable? Le maire sortant ou le gouvernement? La réponse pèsera très lourd sur le scrutin, quels que soient les styles des candidats. Troisième candidat, donc, Jean Icard.
Fusillade dans le métro à Paris. Un jeune homme recherché pour divers délits a été tué cet après-midi dans un couloir du métro Gare du Nord. Et précisément, toujours la Gare du Nord. Tout à l'heure, il y a une demi-heure, les artificiers ont fait sauter un engin explosif dissimulé dans une des consignes automatiques de la Gare du Nord. L'affaire du charnier de Londres, Scotland Yard a progressé dans son enquête sur les meurtres en série de jeunes vagabonds. Elle a fait de nouvelles découvertes de restes humains. Thierry Calmette, notre envoyé spécial, nous trace la personnalité du suspect numéro 1, un ancien policier de 37 ans. Dennis Nielsen, 37 ans, que sa mère décrit comme un garçon sensible, d'une nature artistique, a servi pendant 6 ans dans un régiment de fusiliers royaux. Il était un cuisinier aimant son travail. Après un bref séjour dans la police, il travaille dans une agence pour l'emploi. Les collègues le décrivent comme un fonctionnaire modèle, sans histoire. Un homme élégant et discret. Un jeune chômeur, Martin, a échappé à Nielsen. Celui-ci lui avait offert son toit pour la nuit. Vers 3h30 du matin, Martin s'est réveillé en sursaut. Nielsen était à côté de lui, le radiateur électrique venait de tomber. Martin n'a pu se rendormir tout de suite, malgré les exhortations de Nielsen. Celui-ci l'encourageait à se rendormir. Finalement, après avoir sommeillé quelque temps, Martin s'est réveillé au matin et a quitté l'endroit. La police continue de fouiller le pavillon où le gentleman amenait discrètement ses victimes, les étranglait, les découpait en morceaux et les faisait bouillir. Scotland Yard vient de retrouver quelques restes macabres et concentre ses recherches dans cette maison. Les corps de 13 autres victimes y sont certainement cachés. Pour l'heure, Dennis Nielsen n'a véritablement reconnu n'avoir commis qu'un seul de ces crimes vers le 1er février. Il a été présenté aujourd'hui très tôt devant le juge d'instruction et inculpé. Autre affaire, pardonne-moi, qui passionne les Britanniques, l'enlèvement du cheval le plus cher du monde, Shergar. On dit maintenant que le cheval ne serait pas mort du tout et que la négociation serait bien engagée. Alors enchaînons bien évidemment avec le tiercé. Sans Shergar, cet après-midi à Vincennes, il fallait jouer le 19, le 20, hélas, et ça c'était ce que Michel Allal est en train de me dire au téléphone, cela vous rapporte dans l'ordre quelque chose comme 13 437 francs 50. Pour demain maintenant, voici les propositions de Pierrette Bresse, le 15, le 6, le 14, le 10, le 16, le 9, les voilà, le 12 et le 13. J'espère que vous avez eu le temps de les prendre. 15, 6, 14, 10, 16, 9, 12 et 13. Et puis en football, les débuts des 32e de finale de la Coupe de France. Pas de surprise cet après-midi, Lyon, Nancy, Tours et Mulhouse, pour ne citer que les clubs de première division, ont imposé leur loi. Voici un résumé de la victoire de Lyon sur Sochaux par Alain Vernon. Ce sont les féminines de France-Portugal. Tout d'abord, c'était un match de Coupe d'Europe, de championnat d'Europe plus exactement. Les Françaises en maillot bleu l'ont emporté 2-0 face aux Portugais. C'était à Pauillac en Gironde. Voici le premier but de cette équipe de France, but de Wolf. Et quant ici au match entre Lyon et Sochaux en jaune, le premier but sur le terrain enneigé de Dijon est Sochalien, Anziani reprenant un bon centre de Colin. Lyon va égaliser par Boki, bien infiltré, qui relaie parfaitement avec Chiesa et Baruste, un partout après 22 minutes de jeu. Peu avant le repos, c'est Sochaux qui reprend l'avantage, 2-1 par Simon de la tête, bien servi ici par Santos qui avait remplacé Anziani. En deuxième période, de Sochaux privé d'Anziani est dominé en milieu et Lyon en profite pour inscrire 2 autres buts. L'égalisation à 2 partout est signée Dioro, puis le but de la victoire 3-2 et l'œuvre du Yougoslave Nikolic. Et au Parc des Princes, après 28 minutes et 45 secondes de jeu, très exactement, eh bien les deux équipes Saint-Étienne-en-Vert, bien sûr, et Auxerre sont à égalité 0-0. Auxerre, c'était le finaliste 79, battu ici même par Nantes 4-1 en 79. Donc, Saint-Étienne, 15e au classement à 3 points du dernier Mulhouse. Saint-Étienne qui est bien malade, qui joue avec Jeanne Ginellegos et sans Larios, Baptiston est capitaine. Saint-Étienne va essayer de reporter ses efforts sur la Coupe de France, mais pour l'instant donc, après 29 minutes de jeu exactement, 0-0 entre ces deux équipes. Le match est bien peu séduisant, à signaler un seul petit coup franc de Zanon qui aurait pu être dangereux pour eux. C'est à la 15e minute, 0-0 donc après 30 minutes de jeu maintenant.
Pas de surprise donc cet après-midi, tous les clubs de première division ont gagné. Nancy par Philippe Emeyer bat Saint-Dizier 2-0. Tours difficilement face à Niort 3 pénaltys à 0. Le Racing Paréen grâce à Noguès et Vis l'emporte sur Viry. Et Mulhouse également a battu Tavaux 1-0. Et à 23h15, Claude Sérion vous donnera les résultats des matchs de ce soir. Avec Alain Gillot-Pétré maintenant, la météo pour demain. Et la France a le tournis, ça va être curieux, demain ça arrive quelquefois, il va faire beau au nord et mauvais au sud. Pourquoi? Regardez la photo satellite, c'est évident, c'est cette perturbation-ci qui est en train de s'approcher de la Méditerranée. Il y a quelques minutes, il neigeait ici au cap Béar et cela va donner du très mauvais temps sur la Méditerranée pour au moins 36 heures. Ailleurs, ça s'améliorera, notamment dans l'ouest et le nord. Voici la carte maintenant. Donc, commençons par la Méditerranée. Beaucoup de nuages pour demain, et de neige, et de pluie verglaçante, et de rafales de vent d'est assez fortes, et également d'orages, également pour la Corse. Bref, c'est du vraiment très mauvais temps pour toute la Méditerranée et les versants sud de toutes les montagnes qui l'environnent. Du nord-est aux Pyrénées centrales, un peu mieux, un peu d'éclaircies, mais encore quelques nuages et des chutes de neige. En revanche, du nord à la Bretagne et au sud-ouest, là, ce sera franchement du beau temps, avec simplement quelques petits flocons de ci de là. Je ne les ai même pas mis. Attention, très fort risque d'avalanche sur les Alpes du Nord, sur les Pyrénées, également sur les Alpes du Sud quand ce qui arrive sera tombé, et également sur la Corse, pour éviter bien entendu les imprudences. Attention, ne skiez pas hors piste. Les températures quant à elles sont stationnaires pour demain, minimum moins 1 degré comme d'habitude on est resté au centre, maximum 11 degrés à Ajaccio. Sur les températures, j'ai eu la curiosité de regarder, qui sont en dessous des normes saisonnières, il devrait faire plus chaud. Demain c'est le dimanche 13 février, 3 minutes de soleil en plus, le 8h05 couché, 18h06, c'est la nouvelle lune, donc on la verra pas, c'est la Sainte Béatrice aussi. Attention donc au risque d'avalanche, nous en parlions au début de ce journal, 4 morts à La Plagne aujourd'hui. À 23h15, donc Claude Sérillon en compagnie de François Giroud qui viendra vous parler de football. Football féminin avec France-Portugal, nous l'avons vu, mais aussi football masculin, tout simplement parce qu'elle aime ça. Voilà, à 12h45 demain, antenne de midi avec Noël Mamère. Bonsoir à tous, à demain 20h.